Bienvenue à Question d'Info. Alors Nicolas Sarkozy veut sa revanche, François Hollande y croit encore, Marine Le Pen se voit déjà au second tour de la prochaine élection présidentielle. Alors peut-il y avoir en 2017 la même affiche qu'en 2012 ? Invité de Question d'Info aujourd'hui, eh bien la présidente du Front National, Marine Le Pen, et à mes côtés pour vous interroger, Madame Le Pen, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Julien Langlais de France Info. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors avant de parler de la libération de l'ex-otage qui a eu lieu ce matin, Serge Lazarevic, vous avez déclaré ce matin, en tout cas sous-entendu chez nos confrères de RMC BFM TV, que peut-être parfois il était utile de faire parler sous la torture. C'est ce que vous avez sous-entendu et vous avez ouvert une polémique puisque la secrétaire d'État à la famille vous accuse de légitimer la torture. Est-ce que vous regrettez votre déclaration de ce matin ? Non mais permettez-moi, je n'ai rien à regretter. Cette déclaration a fait l'objet d'une interprétation tout à fait malveillante. Lorsque je suis interrogé et que l'on me dit est-ce qu'on peut utiliser la torture, et j'ai dit on utilise les moyens qu'on peut légalement utiliser. La torture est interdite en France. Et l'on évoquait le rapport qui est intervenu aux États-Unis. Il ne faut pas faire d'angélisme. Évidemment, les Américains, ça paraît très clair, ont fait fi des règles internationales en matière d'éradication de la torture sous le choc psychologique qui a été celui du World Trade Center avec 3000 morts et des faits de terrorisme dont ils pensaient qu'ils allaient se reproduire. Cette utilisation industrielle, qui a été le cas à Guantanamo, de la torture, est évidemment profondément condamnable. Et je l'ai dit particulièrement de la part d'un pays qui passe sa vie à donner des de morale, en l'occurrence à la terre entière. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme sur ce sujet. L'on sait que ça existe. On sait également que la France n'a pas recours à la torture et c'est très heureux qu'il en soit ainsi. Tous les moyens mis à la disposition légalement des enquêteurs qui sont des gens raisonnables, je le crois, et en qui on peut faire confiance, ce sont des moyens de renseignement, ce sont des moyens de pression psychologique, parfois très fermes à l'égard des terroristes, mais en aucun cas le recours à la torture. Les choses sont très claires. Utilisation industrielle de la torture aux États-Unis. Est-ce que, pour rebondir sur ce que vous dites, une utilisation artisanale de la torture peut être justifiée en cas d'acte terroriste, en cas de suspicion terroriste ? Ne jouez pas sur les mots. Les États-Unis, vous savez, il y a eu un texte au Parlement européen dans lequel on demandait l'éradication de la torture dans le monde. Bon. Pourquoi nous nous sommes abstenus sur ce texte ? Pas parce que nous défendons la torture, mais simplement parce que c'était encore une fois faire preuve d'angélisme, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des pays qui utilisent ce moyen de pression. Encore une fois, ça n'est pas le cas de la France, et je m'en réjouis, je ne peux pas vous dire mieux. Vous, l'armée française ne devrait pas pouvoir utiliser cet instrument. Mais je crois qu'elle ne l'utilise pas. Les choses sont très claires. Et vous trouvez que c'est bien qu'elle ne l'utilise pas, donc ? Mais bien sûr, je considère que c'est bien qu'elle ne l'utilise pas. Et je crois que la France a développé un réseau de renseignement extrêmement important et performant. Il le serait encore plus si on y mettait les moyens. Mais les moyens sont limités depuis précisément la réduction des budgets qui sont accordés notamment à l'armée. Et c'est d'ailleurs un système qui fonctionne assez bien, puisque ça, pour l'instant en tout cas, mis la France à peu près à l'abri, jusqu'à présent, des risques terroristes. Alors vous savez, le terrorisme est quelque chose de vraiment extrêmement sensible et comme je le disais tout à l'heure, je suis, avec Jean-Marie Le Pen, la seule responsable politique en France qui a été directement victime d'un attentat terroriste quand notre immeuble a sauté avec une bombe de 20 kilos de dynamite en 1976 qui a intégralement détruit l'immeuble et qui aurait pu tuer l'intégralité de ses habitants. Donc, je veux dire, je connais ces problématiques et par conséquent, je crois qu'il faut sur ce sujet-là, encore une fois, ne pas faire d'angélisme. Puisque vous parlez de votre père, justement, vous comprenez aussi que de telles déclarations puissent ramener aux accusations qui ont pu avoir lieu contre votre père. Ces accusations ont été condamnées devant la justice. Il a été victime de diffamation et je l'ai dit ce matin, nous savons que dans l'histoire de France et dans l'histoire d'autres pays d'ailleurs, il y a eu ce débat. Ce débat a déjà été sur la table et ce débat a été tranché. Aujourd'hui, personne ne le remet en cause. Alors, l'actualité, c'est cette libération de l'ex-otage Serge Lazarevic. Françoise Fressos. S'agit-il d'un succès pour le président de la République ?
Écoutez, est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique dont il faut féliciter François Hollande? Moi, je me félicite à titre personnel de sa libération et j'ai été amené ce matin à dire toute l'admiration que je pouvais avoir pour sa fille, que j'ai trouvée en l'occurrence extrêmement digne et avec une incroyable hauteur de vue pour une jeune fille de 22 ans. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut ouvrir le débat en France? Et moi, je pense qu'il faut l'ouvrir sur faut-il payer ou non des rançons pour récupérer nos otages. Moi, je crois que non. Voilà. Mais si vous ne payez pas, ils risquent leur vie. Oui, mais si on... Avec une autre question. Le gouvernement... Attention, moi, je ne prends pas ça avec légèreté. Si nous payons, alors nous donnons à nos futurs otages une valeur de plus en plus importante. Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ont fait le choix inverse, qui ont fait le choix de ne pas payer de rançon. Et qui, de fait, sauf circonstances particulières de conflit dans lequel la nation en question est impliquée, eh bien, voient le risque pour leurs ressortissants bien moins important que ne l'est le risque qui pèse sur les ressortissants français. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que... François Hollande met en danger la population française parce qu'il paye pour les otages. C'est pas ce que vous êtes en train de dire. C'est pas François Hollande, parce que ça a été comme ça depuis de nombreuses années. C'est pas le fait de François Hollande. Attendez, avec une précision, française. Madame Le Pen, le gouvernement français dit on ne paye pas. Oui, d'accord, bien sûr. C'est une politique française qui date déjà d'un certain nombre d'années et qui a été suivie par les différents présidents de la République successifs. Donc, encore une fois, c'est un débat qui doit être, à mon avis, national. Le danger, d'abord, c'est de financer les ravisseurs. Car lorsque l'on verse des rançons, on finance en réalité les activités terroristes de ceux qui sont les ravisseurs de nos otages. Donc ça, c'est déjà une question que l'on doit se poser. Et puis encore une fois, on risque d'inciter à l'enlèvement de compatriotes français à partir du moment où l'on sait que de manière systématique, la nation française est une des nations du monde qui a fait le choix politique de répondre aux sollicitations des ravisseurs. C'est une vraie question de fond et peut-être que la représentation nationale doit se saisir de ce sujet. Donc vous ne croyez pas au démenti du président de la République et du gouvernement français là-dessus? Non, je ne les crois pas, ni là, ni hier, ni avant-hier. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nos otages ne risquent pas la mort. Monsieur Gourdel en est la meilleure preuve. Et pour avoir discuté un peu avec les services qui se sont chargés de cette affaire, dans l'affaire Gourdel, manifestement, il n'y avait aucune négociation possible, car hélas, la mort de M. Gourdel avait été décidée dès son enlèvement par les terroristes qui l'avaient enlevé. Donc vous dites, comme le président de la République d'ailleurs, vous lancez cet appel aux Français, n'allez pas sur des terrains où vous pourriez être pris en otage. Oui, je crois qu'il faut évidemment éviter de le faire, même si, encore une fois, sachant qu'il y a énormément de Français qui sont sur ces territoires pour des raisons... Exactement, qui y travaillent, qui sont dans des entreprises et qui bien souvent d'ailleurs n'ont pas la possibilité, ces entreprises, de faire appel à des entreprises privées de surveillance et de protection, ce qui effectivement peut poser un certain nombre de difficultés. Alors on poursuit sur le terrorisme, le djihadisme, Julien Langlais. Oui, Marine Le Pen, que faire des djihadistes français qui veulent rentrer sur le territoire national? Est-ce qu'il faut faciliter leur retour en France ou les laisser mourir en martyrs, pour reprendre leur rhétorique? Que les choses soient claires, moi je pense que s'ils ont la double nationalité, il faut les déchoir de leur nationalité française et par conséquent leur interdire de revenir. Pour ceux qui n'ont que la nationalité française, il faut qu'ils soient arrêtés à l'aéroport, si tant est qu'on contrôle quoi que ce soit, parce que la dernière opération pied nickelé où des djihadistes sont revenus de Turquie, ont atterri à Marseille, ont atterri à Paris, ils sont partis toquer à la porte d'un commissariat qui était fermé à cause de l'austérité budgétaire, c'est sûr que c'était relativement inquiétant. C'était aussi une erreur des Turcs. Une erreur ou pas d'ailleurs, oui, une erreur ou pas. Bon, et donc il faut les condamner. Voilà, il faut les faire passer devant un tribunal. On n'est d'ailleurs pas obligé. Revenir en France ou pas? Nous ne sommes d'ailleurs pas obligés d'attendre qu'ils soient revenus pour les condamner. Car à partir du moment où nous avons à notre disposition des vidéos, si face à une vidéo où un djihadiste français égorge avec une insupportable barbarie un homme ou une femme, on peut parfaitement ouvrir d'ores et déjà exactement un procès, ce qui permet de l'attraper à son retour et de le mettre immédiatement en prison, dont, je l'espère, il ne ressortira jamais. Dans des centres spécialisés, vous êtes favorable à une structure spéciale pour accueillir ces djihadistes ou
comme le proposent certains élus à l'UMP. Une structure ultra sécurisée. Un Guantanamo français. Une structure ultra sécurisée. Nous avons dans les prisons françaises des systèmes de sécurité à différents niveaux. Il faut évidemment les mettre dans un niveau supérieur. De là à les regrouper tous au même endroit, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais surtout, il faut construire des prisons. Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais ça fait des décennies qu'on ne construit pas de prison, alors que d'abord la population augmente, que la criminalité et que la délinquance augmentent. Et aujourd'hui, on est dans un système où on s'empêche en réalité de mettre en place une politique répressive, d'où d'ailleurs toutes les politiques menées par Mme Dati, par Mme Taubira, qui consistent à trouver des moyens détournés de les laisser en liberté, un coup avec un bracelet, un coup avec une obligation d'aller dire bonjour au commissariat une fois par semaine, mais qui ne préservent pas la population des faits et des méfaits de ces délinquants et de ces criminels. Alors il y a la politique de Mme Dati, la politique de Mme Taubira, et il y a aussi la politique de Monsieur Macron. J'avais oublié son nom. Emmanuel Macron qui présentait son projet de loi en Conseil ce mercredi. Françoise Pressoz. Oui, alors là, il s'agit d'une loi de libéralisation de la croissance et de l'emploi. Ouverture des magasins le dimanche peut-être 12 fois par an plutôt que 7 aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable, plutôt que 5, pardon, êtes-vous favorable à cette loi? Je suis opposé à cette loi. Il y a d'autres choses dans la loi, hein, libération des professions juridiques réglementées, libération de certaines lignes d'autocars, ainsi de suite. Tout ça en réalité, ce sont des vieilles réclamations de la Commission européenne qui sont régulièrement mises sur la table et qui sont exigées. Dans le rapport Attali, et c'était bien avant les Oui, mais Attali, moi je l'appelle Attila, vous voyez, parce que là où il passe, rien ne repousse. Bon, par conséquent, Attali, c'est l'ultralibéral par excellence, donc qu'il porte les propositions de la Commission européenne n'a rien d'étonnant. Le travail du dimanche est une véritable escroquerie en réalité, car on sait pertinemment qu'elle ne créera pas d'emploi. C'est d'ailleurs la déclaration qu'a fait le patron de Super U, qui est une enseigne de grande distribution. Ça ne fait pas d'emploi supplémentaire. Et c'est ce que dit aussi Mme Aubry. Mais ça fait de nous, en revanche, tous les jours de la vie, soit des consommateurs, soit des producteurs. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut donner un avantage aux petits commerces, et notamment aux petits commerces de proximité. Et pour cela, il faut que les grandes surfaces ne soient pas autorisées à ouvrir le dimanche, pour que les petits commerçants qui le veulent puissent offrir ce service, s'ils le désirent, aux Français. Donc, cette proposition qui consiste à donner encore plus à la grande distribution m'apparaît aller totalement à l'encontre. Il y a le tourisme, il y a la capacité de Paris, par exemple. Non, mais ça, c'est réglé depuis longtemps. La loi, elle existe. Il y a des zones touristiques qui existent. Personne ne les remet en cause. Il ne faut pas les étendre. Il ne faut pas revenir dessus. Vous ne croyez pas Mme Kosciusko-Morizet quand elle dit, avec l'impossibilité d'ouvrir les magasins dimanche, les touristes étrangers, notamment chinois, ne restent pas en France et partent en Chine pour faire leurs en Angleterre, à Londres, pardon, pour faire leurs achats. Non, c'est absolument faux, d'autant qu'à Londres, il y a aussi beaucoup de magasins qui sont fermés. Mais en fait, vous développez les mêmes arguments que la gauche de la gauche et que les syndicats là-dessus. Non, je ne crois pas, mais j'ai entendu la gauche de la gauche dire qu'il fallait que le dimanche puisse être réservé pour la famille, pour éventuellement pouvoir aller à la messe. Je me dis qu'il y a une sacrée évolution à l'extrême gauche. Mais est-ce que c'est la glorification de la France d'hier? Est-ce qu'il ne faut surtout rien bouger? C'est la vraie question. Est-ce que la France de demain, c'est ça? Est-ce que c'est l'ultralibéralisme à tout crin? Est-ce que c'est la volonté de pousser à la consommation comme l'alpha et l'oméga, si vous voulez, de tout bonheur? Je sais qu'aujourd'hui, en économie, on mesure le bonheur des Français à leur niveau de consommation. Le bonheur des Français, c'est pas uniquement leur niveau de consommation. C'est aussi la qualité de leur école. C'est aussi la sécurité dans les rues quand ils sortent. C'est aussi leur capacité à se loger correctement. C'est la capacité à pouvoir... Ça va ramener de la croissance, vous le croyez? Mais non, mais personne ne le croit. Il n'y a que Macron qui croit ça. Personne ne le croit. En réalité, c'est un chantage qui émane de la Commission européenne et dont on verra bien que, comme l'ensemble des remèdes ultralibéraux mis en œuvre par l'Union européenne, non seulement ça ne crée pas de croissance, mais ça crée en réalité de la décroissance, ça crée même de la déflation. On le voit en Grèce, on le voit en Espagne, on le voit en Portugal, on le voit en France, on le voit évidemment en Italie. Puisque vous parlez de la Commission européenne, on nous dit qu'il y a eu un système très suspect d'optimisation fiscale au niveau des grandes entreprises européennes. Qu'est-ce que vous demandez à Jean-Paul Juncker? Ça a été très clair. Nous avons déposé une motion de censure contre M. Juncker, c'est-à-dire pour que lui et sa commission soient renvoyés. Bon, l'UMP... Vous savez que vous n'obtiendrez pas gain de cause, il restera en place. Mais non, mais je sais très bien, puisque l'UMP, le PS, les Verts ont voté
pour le maintien de M. Juncker. Et donc ils ont voté 2 fois pour M. Juncker. Ils assumeront donc la conséquence de la politique menée et imposée par M. Juncker. Quant à l'extrême gauche, elle s'est encore une fois courageusement abstenue. Alors, l'Assemblée nationale a entamé mardi les débats sur la réforme du droit d'asile. Une question de Julien Langlais de France Info. Alors, le gouvernement veut à la fois raccourcir les procédures, les délais d'attente, lutter contre les filières d'immigration clandestine. Est-ce que vous approuvez ce double objectif? Est-ce que vos 2 élus à l'Assemblée voteront Non mais le texte qui est mis au vote ne vise pas du tout à cela. C'est l'objectif. Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Mais dans les conclusions de ce texte, c'est exactement l'inverse. En réalité, on élargit les conditions d'accès au droit d'asile, on élargit le regroupement familial, on élargit les critères au lieu de considérablement les réduire. Car aujourd'hui, l'asile est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Considérablement les délais aussi, c'est plutôt une bonne chose aussi pour. Oui, on réduit les délais, mais si vous accueillez 2 fois plus de personnes, permettez-moi de vous dire que c'est pas une amélioration dans mon esprit. 63 000 par an, vous trouvez ça considérable? C'est considérable. C'est considérable. Et sachant que 85%, alors que déjà les critères sont très larges, 85% n'obtiennent pas ce droit d'asile et restent d'ailleurs sur le territoire, en règle générale, en situation de clandestinité. Non, le raccourcissement des délais, c'est probablement pour essayer de limiter un peu la facture, car entre le moment où la personne dépose son dossier et les 17 mois en général de moyenne où il a une réponse, c'est nous qui payons. Voilà. Nous payons le logement, nous payons ses indemnités quotidiennes, ce qui évidemment représente un coût qui est spectaculaire. Moi, je suis pour le rétrécissement absolu des critères qui sont accordés. Parce que là, on a des critères qui sont très larges, parfois même par pays. Bon, prenons un exemple. Allez. Si on tient la ligne qui est celle du gouvernement aujourd'hui, alors il faudrait accueillir tous les réfugiés syriens. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ceux qui sont en combat de guerre civile avec le gouvernement syrien sont, dans l'immense majorité des cas, des fondamentalistes islamistes. Est-ce qu'on les accueille tous ? Est-ce que c'est aussi simple que cela ? Je ne le crois pas. Alors, il faut revenir au principe de base, qui est un principe d'exception, et non pas organiser, encore une fois, une immigration supplémentaire par l'intermédiaire du droit d'asile. Alors, dans l'actualité, Madame Le Pen, il y a encore cette polémique qui se poursuit autour de l'emprunt russe de votre parti, Françoise Pressos du Monde. Oui, alors, dans un rapport moral à huis clos, devant les adhérents du FN, Valéran de Saint-Just a parlé de 10 millions d'euros d'emprunt, c'est ça ? Non, c'est 9,4 millions. 9,4 millions, oui. Donc c'est le bon chiffre. Quand précisément le prêt a été souscrit et quand les fonds ont commencé à être versés ? Le prêt a été souscrit, je crois, au mois d'octobre et les fonds ont été versés progressivement. Enfin, écoutez, quel est le... Vous voyez cette polémique, on vous dit, vous faites appel à la Russie, donc vous faites appel à l'étranger pour financer votre parti. Non, mais on peut... Je reprends les choses clairement. Vos adversaires politiques peuvent vous mettre en porte-à-faux par rapport à votre patriotisme. Mes adversaires politiques n'ont strictement rien à dire sur ce sujet. Car la seule chose auquel ils devraient répondre, c'est pourquoi les banques françaises ne prêtent pas à un parti politique français. Pourquoi, ça, c'est la seule et unique question qu'ils doivent se poser. Est-ce qu'il y a un ordre du pouvoir, selon vous ? Écoutez, je n'en sais rien, mais enfin, je m'étonne de voir encore une fois que l'UMP est soutenu pour 74 millions d'euros de dettes par des banques. Donc je suppose que ce sont des banques françaises, sinon on ne les entendrait pas monter au créneau les uns et les autres. J'aimerais d'ailleurs que les journalistes leur posent clairement la question, parce que la transparence, c'est bon pour tout le monde. Pourquoi ces banques qui soutiennent l'UMP ne soutiennent pas le Front National? C'est une vraie question que l'on peut se poser, effectivement. Mais il est là, le scandale démocratique. Nous avons après fait, encore une fois... Est-ce que vous êtes le FN ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'affaire Big Malion, à votre avis ? Parce que ce serait nous qui serions les victimes collatérales des détournements... À l'ensemble des partis. Ah bon, mais alors pourquoi les banques continuent à soutenir les dettes de l'UMP ? Ça, c'est encore une vraie question. Posons-nous donc cette question-là. Parce qu'elle est une question de fonctionnement démocratique. Moi, on m'a mis au défi de montrer les lettres. J'ai publié toutes les lettres qui démontrent que nous avons fait des demandes à tout bout de champ, partout, pour obtenir un prêt. Et que soit les banques n'ont même pas pris la peine de nous répondre, soit elles nous ont dit non. Eh bien, dans toutes les possibilités, il y a eu une banque, la 124e banque russe privée, qui n'est pas une banque d'État, qui a dit
nous sommes prêts à vous prêter. Mais on a dit oui tout de suite. Vous avez démarché d'autres pays étrangers ou pas en fait? Mais oui, vous avez les lettres. Mais est-ce que vous accepteriez par exemple le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou des pays comme ça? Non, je n'accepterai pas le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et pourquoi vous acceptez la Russie que les choses soient... Parce que je ne mets pas la Russie sur la même ligne que le Qatar et l'Arabie Saoudite. Voilà. En l'occurrence. Parce que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont des pays qui sont des pays corrupteurs. Pas la Russie. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais en l'occurrence, j'aurais accepté un prêt américain. Vous voyez, et pourtant, je ne suis pas avare de critiques à l'égard de la politique américaine. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Mais les Américains non plus n'ont pas voulu nous prêter. Mais encore une fois, si une banque française veut se substituer à ce prêt, j'ai signé une clause précisément pour que ça puisse se dérouler ainsi. Je le ferai. Je redis les choses très clairement. Je n'ai aucune dépendance à l'égard de quiconque. Le Front National est un parti indépendant qui plaide pour une France souveraine et indépendante. La seule obligation que j'ai, c'est de rembourser cette dette en 2019 avec un taux d'intérêt dont, encore une fois, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un taux d'amis, parce que 6% à l'heure actuelle, c'est quand même un taux qui est extrêmement élevé. Mais certains disent justement qu'en Russie, 6%, c'est pas beaucoup. Ah écoutez, moi je trouve qu'en France, c'est beaucoup. Ouais. Alors, si c'est 6%, bon, c'est gentil. Certains disent que les Russes empruntent à 12%. Ah, oui, c'est vrai. En France aussi, il y a certains Français qui empruntent à des taux qui sont quasiment usuraires. C'est d'ailleurs un vrai scandale sur lequel le gouvernement devrait se pencher de la part d'un certain nombre d'organismes de financement. Moi, 6%, je trouve ça très cher. Mais bon, voilà. Et alors, est-ce qu'il faudrait revoir le financement, le mode de financement des partis politiques en France? Mais je me suis ouvert. Mais je me suis ouvert de ce problème avec le président de la CNCCFP, de la Commission nationale de contrôle des financements des partis politiques. Il y a de cela quelques mois, puisque c'était avant les municipales ou juste après. Il m'a indiqué que lui-même considérait qu'il y avait un vrai problème d'accès au financement par les banques de la part des partis politiques et qu'il faudrait que le gouvernement se penche peut-être en obligeant une banque à prêter, selon certains critères, aux partis politiques pour financer les campagnes. Parce que, allons au bout du raisonnement, si nous n'avons pas d'emprunt, nous ne pouvons pas faire campagne. Donc nos candidats, qui sont des candidats souvent modestes, qui n'ont pas les moyens financiers personnels, ne pourraient pas être candidats. Ça veut dire que le Front National est éradiqué de la vie politique française au motif qu'on ne peut faire de la politique que quand on est riche. Mais c'est un véritable scandale. D'autant que je vous indique quand même, permettez-moi pour vos auditeurs, que le Front National touche à peu près 5 millions de subventions par an, que l'UMP en touche 20, et que le Parti Socialiste en touche 30. Donc vous voyez qu'on ne se bat pas avec les mêmes armes. Ça nous renverra tout à l'heure au problème éventuellement de la proportionnelle. Sûrement. Est-ce que le Front National est endetté aujourd'hui ou est-ce qu'il n'a pas de problème d'argent? Non, le Front National n'a pas aujourd'hui de problème d'argent. Il a le choix entre son fonctionnement et le financement des campagnes. Or, ce choix était évidemment cornélien. La subvention est là pour faire fonctionner le parti politique à l'année, mais elle ne permet pas, hélas, de pouvoir prêter à des milliers de candidats. Il y en aura 2000 aux élections départementales, à des milliers de candidats qui, encore une fois, n'ont pas eux-mêmes accès à des prêts bancaires parce qu'ils n'ont pas peut-être le niveau suffisant de fortune personnelle. Alors on poursuit, Frédéric Dumoulin. Donc le congrès est passé. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre organigramme ? Écoutez, je vais changer, je vais essayer de rendre tout ça le plus efficace possible. Vous avez vu que j'ai concentré le bureau exécutif, que aujourd'hui les vice-présidents ont des responsabilités exclusivement exécutives, ce qui n'était pas le cas antérieurement. J'ai modifié en partie le bureau politique. Je vais créer des structures qui permettent le développement territorial de manière encore plus rapide du Front National, parce que je crois que l'implantation locale est une des clés des succès futurs du Front National, et nous allons renforcer des services qui ont besoin d'être renforcés parce que nous sommes beaucoup plus nombreux. Je pense bien sûr à la formation. Quand nous avions 60 conseillers municipaux, c'est pas la même chose que quand nous en avons 1600. Vous parlez de conseillers municipaux, mais est-ce que M. Engelmann va continuer à être votre conseiller politique ou pas en fait ? Mais M. Engelmann peut parfaitement être mon conseiller politique sans être au bureau politique. Au bureau politique, voilà, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. C'est normal, c'est aussi la respiration démocratique du mouvement. Ça peut pas être toujours les mêmes, si vous voulez, qui ont la possibilité d'être au bureau politique. Mais je n'ai absolument rien contre Fabien Engelmann et la décision que j'ai prise n'est pas une décision qui vise à le punir de quoi que ce soit. Est-ce que le dernier congrès à Lyon, on peut dire que c'est le Front National a commencé à tourner la page du front historique, on va dire, avec l'apparition quand même et l'émergence
de tête d'affiche, Marion Maréchal Le Pen. Un parti politique est un organisme vivant, vous savez, donc il évolue au fur et à mesure du temps, il accueille des nouvelles personnalités, il accueille des nouveaux visages, il se diversifie. Aujourd'hui, au Front National, c'est vrai qu'il y a presque autant de gens qui viennent, entre guillemets, de la droite, même si je récuse aujourd'hui cette fracture, que de gens qui, familialement, historiquement, viennent de la gauche. Donc ceci crée une diversité et permet de concentrer le Front National sur ces lignes directrices qui sont la nation, qui sont la souveraineté, qui sont la liberté, la maîtrise de notre destin. Et ça, c'est la vraie fracture qui aujourd'hui nous met d'un côté de la rive et qui met l'UMP, le PS, les Verts, le MoDem, l'UDI, etc. de l'autre côté. Mais justement, certains à l'UMP, même au PS, disent que la prochaine fracture du FN, ce sera justement entre vous et Marion Maréchal Le Pen. Ce sera encore pire que la bataille Le Pen-Maigret. Oui, ils sont mignons. Qui s'occupe donc de leur fracture à eux? Parce que croyez-moi, il y a du boulot. On va parler du boulot ailleurs. Parce que nous, on n'a pas de fracture. Je sais qu'ils aimeraient bien, mais il n'y a pas de fracture au Front National. Et moi, je n'ai jamais vu de déclaration de Marion Maréchal Le Pen ou de Florian Philippot qui divergent sur le fond. Jamais. Alors, je sais que ça ennuie que nous sommes unis. Non, mais ça ennuie que nous soyons unis, que nous soyons cohérents, que nous ayons déjà un candidat à la présidentielle. C'est vrai que ça nous donne incontestablement un avantage sur les autres formations politiques. Alors, on poursuit sur la séquence électorale, justement. Françoise Fresso du Monde. Le Parti socialiste a été éliminé dimanche à l'issue du premier tour de la législative partielle qui se déroulait dans l'Aube. Il n'est arrivé qu'en 3e position, derrière l'UMP et le FN. Comment interprétez-vous ce résultat ? J'interprète ce résultat comme l'effondrement du Parti socialiste. C'est pas la première fois. Hein. Ça fait plusieurs fois que cette situation se met en œuvre. Ça a été le cas d'ailleurs aussi aux européennes. L'UMP qui perd 20 points d'ailleurs par rapport à la précédente élection. Et un taux d'abstention très et qui n'est pas élu au premier tour alors que ce qui est très intéressant surtout, c'est de voir que le balancier, encore une fois, est cassé. Ils ne perdent pas 20 points, ils perdent 1,5 point, mais enfin, ils se tassent. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas de l'effondrement du Parti socialiste. Cet effet qui faisait que quand le PS était faible, l'UMP montait, et quand l'UMP était faible, le PS montait, c'est fini, c'est terminé. C'est le Front National qui représente aujourd'hui l'espoir, qui représente une promesse de changement, et je crois que toutes les études d'opinion d'ailleurs le démontrent, et ce qui fait que nous sommes régulièrement maintenant au second tour. C'est vrai que ça nous permet de nous projeter peut-être dans les futures élections, et de voir que très probablement aux élections départementales, il y aura très peu de triangulaires, compte tenu du niveau qu'il faut pour être au second tour, et beaucoup de duels avec soit le Front National et l'UMP, soit le Front National et le PS. Au final, des départements gagnés ? Je l'espère. Nous partons évidemment pour gagner un maximum d'élus. Vous pensez auxquels, par exemple? Non, mais je ne sais pas, ce sont nos adversaires qui aujourd'hui sont en train de faire... Combien vous pensez pouvoir en gagner? Mais je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Nous partons pour avoir des élus. Si nous pouvons gagner un département, tant mieux. Le mode de scrutin n'est pas un mode de scrutin favorable au Front National. C'est un mode de scrutin qui est là précisément pour empêcher le Front National d'engranger des élus. Mais nous sommes arrivés à un seuil, 12,5 maintenant. Oui, mais nous sommes arrivés à un seuil où très probablement les duels dans beaucoup de cantons verront le Front National face à un UMP ou le Front National face au PS. Alors, on verra d'ailleurs là le comportement de l'UMP et du PS. Car j'ai vu M. Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée, appeler immédiatement ses troupes à voter pour l'UMP, à 3. Et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, de son côté, indiquait qu'il était tout à fait naturel que le Parti Socialiste appelle à voter UMP. Alors si ça, c'est pas l'UMP, je ne sais pas ce que c'est. Alors il y a une autre élection avant les départementales, l'élection partielle dans le Doubs, Françoise. Est-ce que vous pensez pouvoir remporter cette circonscription ? Et je pense que, compte tenu des résultats que nous avons enregistrés à 3, après tout, il existe une chance sérieuse que nous puissions effectivement gagner cette élection législative partielle. Donc, vous voyez un 3e député rentrer à l'Assemblée. Et ça nous renvoie justement au débat autour de la proportionnelle. Manuel Valls refuse catégoriquement l'idée d'une proportionnelle intégrale pour les législatives de 2017 et il dit c'est pour éviter l'élection de 150 à 200 députés FN. Qu'est-ce que vous lui répondez au Premier ministre ? Vous vous rendez compte ? Le Premier ministre de la France qui a cette conception
de la démocratie. Il refuse de mettre en place un mode de scrutin qui est le mode de scrutin objectivement le plus impartial et le plus naturel dans une démocratie, parce qu'il ne veut pas que le Front National puisse avoir le nombre de députés auquel il a droit, auquel les électeurs français qui votent pour le Front National ont droit. Donc il admet la magouille du mode de scrutin. Non, la magouille, non. Il y a un mode de scrutin, il est en droit de le conserver s'il le veut. Il admet que ce mode de scrutin a pour seul objectif d'empêcher le Front National de rentrer massivement à l'Assemblée nationale, alors qu'aujourd'hui, il y est représenté par 2 députés. Et il a fait 25% aux européennes et il est donné à 30% dans les sondages. Est-ce que vous imaginez la manière dont les étrangers nous regardent ces dirigeants. Les peuvent se dire aussi, vous entendez aussi ce qui se dit à l'étranger, il vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de députés Front National à l'Assemblée nationale française. Pas. Je pense qu'à l'étranger, il y a dans beaucoup de pays un respect bien plus grand de la démocratie que ce qui existe dans la classe politique française. Moi, je trouve cette déclaration scandaleuse, voilà, au sens premier du terme. Et encore une fois, si M. Valls croit qu'il va pouvoir ainsi bâillonner les électeurs du Front National, il se trompe, car de fait, ils seront du coup encore plus nombreux à se tourner vers le Front National. Et le mode de scrutin fait pour nous empêcher d'arriver par un effet bascule sera peut-être celui demain qui nous donnera la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez faire en sorte que la proportionnelle intégrale au niveau départemental ou régional soit adoptée? Mais nous sommes pour la proportionnelle à toutes les élections. Voilà, à tous les scrutins, parce que nous pensons que s'il existe une telle fracture entre les Français et la classe politique, c'est précisément parce que les Français ont le sentiment qu'ils mettent un bulletin dans l'urne et que bien souvent, ce bulletin, c'est comme si on le jetait à la poubelle compte tenu du mode de scrutin. Manuel Valls, en revanche, n'a pas complètement exclu d'introduire une dose de proportionnelle comme l'avait promis François Hollande avant son élection. Est-ce que vous soutiendriez cette proposition si elle venait sur la table? Non, mais de toute façon, je vais pas m'y opposer, mais 10%. Mais c'est quoi? C'est quelques miettes qu'on donne à des millions d'électeurs français. 10%, en plus sur un nombre de députés dont, semble-t-il, le nombre sera considérablement réduit. Donc ça va représenter quoi? 30 députés qui seront élus à la proproportionnelle? Mais vous dites 40 députés, mieux, donc vous accepteriez? Non mais d'accord, mais écoutez, est-ce que honnêtement, nous sommes le premier parti de France? Est-ce qu'il est digne de notre part d'accepter d'avoir quelques miettes de démocratie? En tout cas, mais nous ne nous défendons pas nous. Nous défendons encore une fois ces millions d'électeurs qui ont le droit d'avoir des représentants qui défendent à l'Assemblée nationale les idées qui sont les leurs. C'est ça la démocratie. En tout cas, la proportionnelle, elle a lieu pour les régionales. Donc là, vous devriez avoir un super score. Oui, elle a lieu avec, c'est vrai, une énorme prime à la liste arrivée en tête. Ça a lieu. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que vous serez candidate? Est-ce que vous serez Ça pourrait être vous? Oui, mais bien entendu. Est-ce que vous serez candidate dans la région de toute façon, Nord-Pas-de-Calais, Picardie? Je vais vous répondre. Enfin, ou pas d'ailleurs. Je vais vous répondre. Quel que soit le mode de scrutin et les magouilles de mode de scrutin, à chaque fois qu'il y a eu un mode de scrutin qui a été changé pour pouvoir sauver la mise du parti au pouvoir, à chaque fois ça s'est retourné contre eux. Eh bien, il en sera de même. Voilà, ça se retournera contre eux et ce sera bien fait parce qu'on ne joue pas avec les règles de la démocratie. Nous n'avons pas encore décidé qui seraient les têtes de liste régionales. Vous savez si vous serez candidate? Non, je ne le sais pas encore. Je n'ai pas encore pris cette décision. Donc je vous le ferai savoir lorsque j'aurai pris cette décision. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller en fait? Non, mais je veux connaître le calendrier déjà, il n'est pas sûr. Nous ne connaissons pas. Non, ça n'est pas encore sûr. Il y a encore des rumeurs qui courent. C'est dans un an. Ça pourrait être en mars. Voilà, donc j'attends. Nous ne savons encore pas quelles sont les compétences entre la région et le département. Enfin, je veux dire, c'est inouï. Excusez-moi, permettez-moi de ne pas parler de mon cas personnel, parce qu'un jour, de toute façon, les candidats seront connus et les Français les connaîtront le moment venu. Mais est-ce que vous imaginez que nous sommes à quelques mois d'une fusion des régions sur lequel le gouvernement n'a absolument pas travaillé. On ne sait rien. C'est le chaos total. Comment est-ce qu'on fusionne les personnels? On ne sait pas. Comment fait-on pour fusionner les budgets? On ne sait pas. Comment fait-on pour fusionner les dettes? On ne sait pas. On lance comme ça une idée, on vote une fusion, mais on n'a absolument pas réfléchi à la désorganisation massive que va représenter la fusion de régions qui n'ont pas les mêmes politiques, qui n'ont pas les mêmes investissements, qui n'ont pas les mêmes dettes et qui évidemment ont des personnels jusqu'à présent
qui sont séparées. Cette réforme, au moment où je vous parle, n'a aucun sens, et je trouve que le mépris ou la légèreté avec laquelle le gouvernement envisage cette fusion des régions aura probablement des répercussions très lourdes sur les territoires. Les pourtours des nouvelles régions vont, dans certains endroits, vous arranger beaucoup. Oui, mais d'accord, mais il suffit pas, si vous voulez, de faire... Oui, mais moi, je ne me bats pas pour moi. Il y a des tas de fois où il serait avantageux pour moi d'aller dans tel ou tel sens, mais je ne le fais pas parce que je défends l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de conserver les régions qui sont les régions actuelles. Ça, c'est l'intérêt supérieur de la France. C'est l'intérêt de l'organisation territoriale, car on va assister à une désertification accélérée d'un certain nombre de territoires avec cette fusion. On va vider des territoires de leur bassin d'emploi, de leur bassin de décision politique. Et ce sont encore les Français, des millions de Français qui vont se trouver rejetés à la périphérie. Une périphérie qui sera de plus en plus grande. Alors, puisque vous parlez des Français, on va parler des Français de l'UMP, du chef, du nouveau patron de l'UMP, Nicolas Sarkozy, Julien Langlais, France Info. Alors, Nicolas Sarkozy fait de vous l'adversaire numéro 1 à longueur de meeting. Il a dit que vous aviez fait la courte échelle à François Hollande. Comment vous appréciez ce qui se passe à l'UMP? Comment vous jugez ce retour de l'ancien président de... C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy peut difficilement faire autrement que de prendre le Front National comme son adversaire privilégié, puisque le Parti Socialiste fait ce dont il avait à peine rêvé. Le Parti Socialiste mène la politique dont Nicolas Sarkozy rêvait. Par conséquent, il est assez difficile pour eux de trouver des points de désaccord entre l'UMP et le PS. Ça veut dire la politique qu'il aurait menée s'il avait été réélu, c'est ça? Oui, bien sûr. Ultralibéral, Bien sûr, c'est la même politique UMP-PS. Donc, ils n'ont pas de point d'accroche ou de point de divergence entre eux. Alors, on s'attaque au seul qui propose une vision qui est totalement différente, fondée sur des principes qui ne sont pas ceux mis en œuvre aujourd'hui, qui est le Front National. Donc, nous sommes le cœur de la vie politique française. Quand il dit c'est Marine Le Pen qui m'a fait perdre, vous acceptez ce... Non, absolument pas. Je lui propose de se regarder dans le miroir. Car celui qui a fait perdre Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai laissé la liberté à mes électeurs. Je ne prends pas mes électeurs pour un troupeau de moutons, figurez-vous. Donc, j'ai donné la liberté aux électeurs et j'ai dit qu'à titre personnel, je voterai blanc. Ce que j'ai fait. Et je m'en réjouis chaque jour. Car chaque jour qui passe, je vois que la politique menée par François Hollande est encore une fois strictement la même que celle de l'UMP. Comme disait à l'époque Monsieur Seguin, ils sont les détaillants, l'UMP et le PS sont les détaillants d'un même grossiste, l'Union européenne. Alors Nicolas Sarkozy a voté Laurent Wauquiez comme secrétaire général de l'UMP. Vous dites que c'est un bon choix, Laurent Wauquiez? Il n'y a aucune ligne. La réalité, c'est la numéro 2. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ça, le poste politique. Laurent Wauquiez, qu'on dit très proche de Patrick Buisson. Non, mais Laurent Wauquiez, qu'il est à droite. Non, mais Laurent Wauquiez, il change d'avis tous les 6 mois, si vous voulez. Ça dépend des sondages. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est le numéro 2. On l'a vu sur un plateau télévisé, c'était quasiment la lune de miel avec votre nièce. Oui, c'est ça, mais ça dépend des sondages. Voilà, ça s'appelle une girouette quoi, en politique. Il vous plaît pas, Laurent Wauquiez, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le poste numéro 2 de NKM. Je pense à un enfumage. Il est là pour enfumer, il est là pour essayer de faire avec les électeurs qui votent Front National la même chose que Nicolas Sarkozy a pu faire en 2007 en les trahissant de la pire des manières pendant son mandat. Ce qu'il a réessayé de faire en 2012, il a chargé Laurent Wauquiez de cette basse besogne. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est NKM, deuxième de l'UMP. Ça veut dire quoi? C'est très intéressant parce que en fait, la vérité de l'UMP, elle sort de la bouche de NKM. Elle a écrit un livre où elle explique en long, en large et en travers qu'elle se sent beaucoup plus proche du Parti Socialiste que du Front National, que d'ailleurs, en toutes circonstances, s'il y a le choix entre le PS et le Front National, il faut voter PS. Elle symbolise en réalité l'UMPS. Et donc, c'est intéressant de voir le choix que vient de faire Nicolas Sarkozy. Et je pense que tous ceux qui ont voté pour lui sur la base des discours qu'il a tenus pendant la campagne vont vite s'apercevoir que une fois de plus, ils ont probablement été les dindons de la farce. Vous préférez Alain Juppé? Mais non, mais je préfère personne. Moi, je prends celui que les Français décideront de mettre face à moi. Je le combattrai loyalement et démocratiquement, et je n'aurai pas à changer un iota des positions qui sont les miennes, puisque leurs positions sont elles aussi les mêmes, qu'ils soient encore une fois Juppé, Sarkozy, PS, etc. Pour vous, il n'y a aucun doute, vous serez de toute manière au second tour, et ça peut être face à vous. Je crois. Un candidat UMP.
ou le candidat du Parti socialiste. Je le crois et il le croit. Je le crois parce que je pense que les Français ont compris précisément qu'il y avait un choix crucial à faire pour la France, qu'elle est à la croisée des chemins et qu'incontestablement, je représente un de ces deux choix. L'autre, ce sera une primaire entre les différents européistes, le plus performant, le meilleur tribun, celui qui aura menti le plus vite, celui dont les frasques sont les plus anciennes, enfin j'en sais rien. Mais incontestablement, les Français ont compris que le choix que je représente est un choix qui est la seule alternative à la politique menée depuis 30 ans. On poursuit. Au passage, on a appris que le parquet de Paris avait étendu l'enquête sur l'affaire Big Malion et les comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 au délit de financement illégal de campagne électorale. C'est quoi en fait les conséquences de cette décision selon vous ? Les conséquences de cette décision devraient être la mise à l'écart de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire précisément, ça veut dire quoi ? La mise à l'écart. Par qui et comment ? Il ne pourra pas être candidat en 2017 par la selon justice. Car imaginons, rappelons ce qui se passe. Nicolas Sarkozy, si les faits sont avérés, a dépensé le double de ce qui est autorisé pour une campagne présidentielle, en effet sur la base de fausses factures. C'est une triche inadmissible de sa part. Et que l'on ne vienne pas me dire que comme candidat à la présidentielle, il n'a pas vu que le budget dépensé était le double de celui qui était autorisé. Bon, Nicolas Sarkozy c'est quand même ne sera pas présent très crédible. à la présidentielle de 2017. Et je pense qu'il ne le mérite pas. Il devrait être totalement disqualifié par un fait aussi de triche aussi grave. En gros, vous nous dites que c'est un délinquant ? Non, mais je suis pas juge, moi. Je sais que les journalistes adorent ce positionnement. Être juge ou procureur, d'ailleurs, ça dépend des fois. Mise à l'écart, ça veut dire qu'il mais moi, politiquement, moralement, je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre une décision de justice. Moralement, il ne devrait plus oser se présenter devant les Français après avoir commis une triche aussi spectaculaire que celle-là. Nonobstant le fait qu'on ne sait pas d'ailleurs si cette triche n'a pas été également mise en œuvre lors de l'élection précédente, c'est-à-dire lors de l'élection de 2007. Car je vous rappelle que dans la myriade d'affaires, qui mettent en cause Nicolas Sarkozy, il y a aussi l'affaire du financement libyen, qui vient de voir dans l'indifférence générale de la presse tout de même une évolution judiciaire assez importante, qui est la révélation du caractère véritable du document qui évoque ce financement libyen. Pour le coup, totalement opaque et illégal de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Dernière ou avant-dernière question, Julien Langlais. Marine Le Pen, après les événements de Créteil où un couple a été attaqué, leur appartement dévasté en raison de leur appartenance à la communauté juive, est-ce que vous approuvez le gouvernement lorsqu'il appelle à une mobilisation nationale contre l'antisémitisme? Je pense notamment au récent discours de Manuel Valls. Et le racisme. Oui. Mais je veux dire ça, je pense que ce sont des mots. Les mots de ceux qui ne veulent pas mettre en œuvre sur le territoire la politique pour éradiquer cette nouvelle forme d'antisémitisme. Ça fait 15 ans qu'on nous ressort régulièrement ces grandes causes nationales. Moi, ce que je vois, c'est que sur le terrain, rien n'a été fait. Ce que je vois, c'est que le fondamentalisme islamiste, qui est une des idéologies qui est à la base de la multiplication de ces actes de violence à l'égard des juifs, à l'égard des homosexuels, à l'égard des femmes, à l'égard, etc. Eh bien, rien n'est mis en œuvre pour prendre la mesure de la gravité du développement du fondamentalisme et évidemment des actes qui sont commis ensemble. Dernière question, Frédéric Dumoulin. Il ne faut pas segmenter les gens, mais vous-même, il y a quelques mois dans Valeurs Actuelles, vous disiez que vous étiez le meilleur bouclier pour les juifs de France. Oui, car je crois être la seule, en l'occurrence, à lutter contre le fondamentalisme islamiste. Car j'entends le président du CRIF commettre des comparaisons que je trouve profondément indignes de sa part. Il a dit « Ah oui, il faut faire quelque chose parce que sinon on aura le choix entre la charia et le Front National ». Mais quelle honte de dire une chose pareille. La charia est une idéologie mortifère qui ruine l'intégralité des libertés humaines. Nous battons pour la liberté et nous luttons précisément contre le développement de la charia. Comment peut-on nous mettre sur le même plan? Alors, en revanche, le CRIF, je ne l'ai pas beaucoup entendu depuis des années contre le fondamentalisme islamiste. Mais vous avez beaucoup de militants de confession juive dans vos rangs?
Monsieur, nous ne demandons pas ce genre de choses. Nous avons des Français dans nos rangs, quels qu'ils soient, et nous les prenons parce que nous sommes un parti de patriotes qui sommes là pour rassembler. Voilà. Et je remarque seulement que le Front National est le seul qui lutte de toutes ses forces et avec la plus grande fermeté contre le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. C'est la fin de Questions d'info. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.